Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19h de Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce lundi. Le débat sur le mariage gay arrive dans 10 jours maintenant au Sénat dans un nouveau climat de tension. Après la manifestation des opposants hier à Paris, la majorité pourrait être très courte lors du vote. Le PS embarrassé par les initiatives des écologistes en matière de société. La proposition de loi visant à supprimer le délit de racolage sur la voie publique est-elle en passe d'être enterrée? Sur ces sujets, dans ce journal, Esther Benbassa pour les Verts, très en pointe. Philippe Kaltenbach pour le PS, de la friture entre les deux, à prévoir tout à l'heure. L'UMP, Jean-François Legaret, maire du 1er arrondissement de Paris, participera également à ce débat. Chypre, sauvé de la faillite financière, mais sous la menace désormais d'une grave crise économique, après l'accord conclu la nuit dernière à Bruxelles, accord qui permet néanmoins à Nicosie de ne pas être privé de liquidités, ce que confirme à l'instant la Banque centrale européenne. Nicolas Sarkozy se défend sur Facebook. Il estime sa mise en examen pour abus de faiblesse sur Liliane Bettencourt injuste et infondée, et il précise dans son message qu'il entend consacrer toute son énergie à démontrer son honnêteté et sa probité. 6 Français sur 10 considèrent que sa mise en examen ne compromet pas son avenir, selon un sondage LH2 pour le Nouvel Observateur. Notons que le juge Gentil poursuit son travail de magistrat à Bordeaux, qu'il a aujourd'hui amené à déclencher un coup de filet dans 7 départements du Sud-Ouest, parmi une bande de cambrioleurs. Marine Le Pen voit le Front National comme le centre de gravité de la vie politique française, après ce qu'elle qualifie de résultat historique dans l'Oise. Le député sortant UMP, Jean-François Mancel, a bien été réélu, mais avec moins de 800 voix d'avance dans la 2e circonscription. Le score de la candidate d'extrême droite, 48,5% des voix, impressionne et résonne comme un avertissement, un coup de tonnerre, dit le socialiste Jean-Christophe Cambadélis. Chypre face à un avenir qu'il lui faut imaginer désormais sans le poids démesuré du secteur financier. L'accord de la nuit dernière à Paris sauve le pays de la faillite grâce à une aide de 10 milliards d'euros, mais aura un coût social et également concerne les gros déposants. Marie Brémaud. Pourquoi pensez-vous que l'Eurogroupe existe? Il existe pour qu'il puisse prendre tout l'argent des petits pays. Malgré un plan de sauvetage dans les rues de la capitale Nicosie, les Chypriotes font grise mine et ne sont pas rassurés. Même au sommet de l'État, on regarde l'avenir d'un mauvais œil. Détruire un modèle économique si brusquement, cela a des conséquences. Et ces conséquences, nous devrons y faire face. Faire face notamment à des suppressions d'emplois massives, car si Chypre reste dans la zone euro et pourra bénéficier d'une aide de 10 milliards d'euros, cela a un prix. Le secteur bancaire est durement touché. Laïki, la 2e banque du pays, va tout simplement devoir fermer ses portes. Si les petits épargnants qui possèdent de petits dépôts sont préservés, les détenteurs d'actions, d'obligations et de dépôts au-dessus de 100 000 euros sont visés. Une ponction d'environ 30% sera appliquée, ce qui devrait rapporter plus de 4 milliards d'euros. Et pour éviter toute fuite de capitaux, les autorités vont mettre en place une restriction des mouvements de capitaux. De nombreux Russes, mais également des Britanniques, possèdent des capitaux placés à des taux attrayants sur l'île. Avec cet accord, c'est en fait la fin d'un paradis fiscal. Le plan de sauvetage doit encore être approuvé d'ici mi-avril par plusieurs parlements de pays de la zone euro. Quant au premier versement de l'aide, il devrait avoir lieu début mai. Voilà, les 2 principales banques du pays vont rester fermées demain, mais les autres établissements bancaires rouvriront leurs portes alors que le président chypriote va s'adresser ce soir à son peuple dans un discours à la télévision après 20h. Il se dit satisfait de cet accord. Avec nous, Céline Antonin, bonsoir. Vous êtes économiste à l'OFCE. Ce plan de sauvetage financier qui, au final, épargne les petits déposants, vous paraît-il équilibré ? Alors disons que par rapport au plan précédent qui était discuté et qui effectivement visait tout le monde, petits déposants, gros déposants, toutes sortes de gens finalement mélangés un petit peu tout le monde, ce plan a l'avantage d'épargner donc les gens qui ont moins de 100 000 euros de dépôt. En outre, il permet aussi de faire participer les actionnaires et les détenteurs d'obligations alors qu'avant on ne s'adressait qu'aux déposants. Et la Russie de son côté se dit prête ce soir à faire un effort également pour aider Chypre. Effectivement. Alors c'est vrai que le partenaire russe on l'a pas trop entendu, on l'avait entendu un moment, on l'avait entendu
entendu sur une possibilité d'exploiter le gaz. Finalement, il s'est retiré. Bon, on sait pas trop sur la Russie. C'est vrai qu'il souffle un petit peu le chaud et le froid en ce moment. Bon, pour ce qui est de cet accord, c'est vrai qu'il est peut-être plus équilibré en termes de personnes sur qui il va peser. Pour autant, il n'est pas sans conséquences. Alors justement, est-ce qu'on peut parler de sauvetage véritablement? Certes, la banqueroute financière est évitée, mais là, on craint une crise économique, évidemment, dans le pays. C'est ça, donc on sauve le pays d'une faillite pure et simple, et d'une faillite bancaire aussi, mais ce qu'il y a, c'est qu'en réduisant le secteur le secteur financier et bancaire, c'est quand même l'essentiel du nerf de la guerre à Chypre, donc c'est quand même ce qui fournit l'essentiel des ressources de l'économie. Donc ça pose là aussi problème. Bien sûr, mais néanmoins, selon vous, est-ce que l'intransigeance de l'Europe ne s'imposait pas face à ce qu'on a découvert, c'est-à-dire finalement un paradis fiscal russe au milieu de l'Europe? Quand vous dites ce qu'on a découvert, hélas, je pense qu'on le savait bien avant. Et moi, c'est un petit peu ce que je regrette dans cette décision, c'est qu'on l'a pas découvert. Je veux dire, on le savait déjà avant. En 2008, on a fait rentrer Chypre dans la zone euro. Bon, même avant, quand Chypre faisait partie de l'Union européenne, on savait très bien que c'était un paradis fiscal, que c'était une économie offshore. Donc voilà, ce qui est un petit peu dommage, c'est toujours d'attendre qu'il y ait crise pour vraiment agir et de découvrir les choses au lieu de les traiter ex ante. Il y a d'autres paradis fiscaux en Europe aussi auxquels on pourrait s'attaquer. Lesquels alors, Luxembourg, enfin voilà, vous en avez d'autres. Hein, donc il y a des fiscalités avantageuses dans d'autres endroits en Europe. Dernière question, Céline Antonin. Est-ce que l'accalmie est durable pour la zone euro cette fois? Alors, la zone euro, c'est vrai qu'elle connaît bien des soubresauts. Alors, le cas de Chypre, il était quand même assez particulier au sens où des petits paradis fiscaux offshore, bon, il n'y en a pas 150 en Europe. Pour autant, quand on évoque par exemple la question des banques, il y a des banques irlandaises, des banques espagnoles qui ont été beaucoup sous le feu de l'actualité. La zone euro, elle est malgré tout encore en proie à une crise à la fois budgétaire et qui peut avoir des répercussions aussi bancaires. L'austérité généralisée en zone euro qu'on voit depuis un certain temps, on voit bien les effets qu'elle a avec certains pays qui sont dans la récession, qui peinent à s'en sortir. Et on voit bien qu'avec justement cette austérité généralisée, sans qu'il y ait vraiment de mesures pour relancer l'investissement ou au moins un petit peu aider certains pays à retrouver un nouveau souffle, on voit bien qu'on n'arrive pas non plus à réduire vraiment durablement les déficits. Et l'avertissement est venu de Washington ce soir, les États-Unis qui s'inquiètent pour la croissance future de Chypre. Oui, tout à fait. Ils ont des raisons de s'inquiéter puisqu'effectivement, comme je vous disais, Chypre est basé en plus sur cette économie très bancaire, très financiarisée. Ça nourrit l'immobilier, ça nourrit les PME. C'est vrai que par exemple, les entreprises risquent de souffrir justement de cette perte de crédit bancaire. Ouais. Les ménages aussi ont connu une crise de confiance. Donc tout n'est pas gagné pour Chypre. Même si la Banque Centrale Européenne a précisé il y a quelques instants que le robinet à liquidité n'était pas fermé, qu'il allait même rouvrir évidemment pour alimenter les banques du pays qui ouvriront demain, donc sauf les deux principales. Non, la liquidité bancaire persiste, donc on a évité vraiment la crise bancaire, mais la crise économique, à mon avis, elle est devant nous. Merci Céline Antonin. Paris confirme revenir à la semaine de 4 jours et demi à l'école dès la rentrée de septembre. Un progrès pour tous, dit le maire de la capitale, Bertrand Delanoë. Le vote du Conseil de Paris met fin à des mois de discussion et de contestation. Aujourd'hui encore, quelques centaines d'enseignants grévistes et de parents d'élèves ont manifesté sous les fenêtres de l'hôtel de ville. Joachim Robb fait le point sur la difficile mise en place de la réforme des rythmes scolaires au niveau national. 94 voix pour, 69 voix contre. La semaine de 4 jours et demi concernera en septembre 662 écoles de la capitale. Mais la majorité des villes attendra 2014. C'est le cas des grandes municipalités tenues par la droite, de Bordeaux à Strasbourg en passant par Nice et Marseille, mais aussi de métropoles dirigées par la gauche, comme Lyon, Lille et Montpellier. D'autres villes, toutes à gauche, appliqueront dès la rentrée la semaine de 4 jours et demi, comme Nantes, Toulouse, Dijon ou Saint-Étienne. Les enseignants dénoncent une inégalité devant la loi. Nous ne sommes plus dans le cadre de l'éducation nationale, mais dans le cadre d'une école territorialisée, avec des moyens différents, avec des droits différents, avec des fonctionnements différents. C'est une réforme qui est difficile pour les communes rurales, qui est quasiment impossible pour les communes rurales et qui a un coût financier énorme pour les autres communes. Car des frais seront à la charge des municipalités, cantines le mercredi midi ou animateurs pour les activités périscolaires. Autre question, comment s'organisera cette semaine rallongée? Les Parisiens auront classe le mercredi matin, Lille souhaite le samedi matin. L'opposition déplore que Vincent Peillon ne s'attaque pas à l'ensemble du calendrier scolaire. Le problème, c'est les modalités. Et moi, je regrette au niveau national que le ministre n'ait pas intégré la réforme du rythme scolaire sur l'année. Il faut faire en sorte que le temps d'enseignement soit beaucoup plus étalé que ce qu'il est. La refonte des vacances scolaires peut être le prochain chantier de l'éducation. En attendant, toutes les communes de France doivent choisir avant la fin de semaine quand elles appliqueront cette semaine rallongée.
La polémique s'est poursuivie tout au long de la journée sur la réponse des forces de l'ordre hier à la fin de la manifestation contre le mariage gay à Paris. Le ministre de l'Intérieur a mis en cause des militants d'extrême droite à l'origine, dit-il, des incidents, alors que 6 personnes avaient été placées ce matin en garde à vue. Une seule, finalement, sera jugée pour violence. Christine Boutin, qui a été victime d'un léger malaise lors des tirs de grenades lacrymogènes, attend de François Hollande qu'il retire le texte dont va débattre en fait le Sénat maintenant début avril. Dans une dizaine de jours, les sénateurs sont l'objet de toutes les sollicitations des opposants. Cécile Sixou. Les anti-mariages pour tous le savent, au Sénat, le vote risque de se jouer dans un mouchoir de poche. Du coup, tous les moyens sont bons pour allier un maximum de sénateurs à leur cause. Manifestations, lettres ouvertes d'intellectuels, les exemples d'initiatives se multiplient. La dernière en date se cite. En un clic, vous saurez si votre sénateur est pour ou contre la loi. S'il y est favorable, mais vous non, vous pourrez le lui dire directement ou indirectement par mail. Chantal Joanneau, seule sénatrice centriste favorable au texte, en fait les frais. Elle reçoit entre 200 et 300 courriers de ce type par jour. Depuis le début de l'examen du texte, on reçoit des flopées de mails qui sont d'ailleurs tous formatés sur le même type, avec les mêmes mots. Et on reçoit effectivement des mails types pour essayer de nous dissuader de voter sur le texte. Donc oui, on reçoit des pressions. Des pressions qui viennent également de l'intérieur. Certains élus de droite, comme Hervé Mariton, comptent grappiller les voix de la gauche. Dans sa ligne de mire, les élus de Dom-Tom, soumis à de fortes pressions religieuses sur leur territoire. Ils devraient se rendre en Martinique prochainement pour tenter de les convaincre. Je pense que c'est peine perdue, car je suis convaincu, nous avons fait un point entre les différents parlementaires d'outre-mer et les Martiniquais vont voter, j'en suis convaincu, cette avancée démocratique. D'ici au 4 avril, date de l'examen en séance du texte, ce sera argument contre argument, chacun essayant d'influer le vote qui aura lieu le 12 avril. Et avec nous donc Esther Benbassa, sénatrice écologiste du Val-de-Marne. Bonsoir. Bonsoir. Vous ne recevez pas de pression des opposants au mariage gay, hein. Ils savent que auprès de vous, leur cause est perdue. Non, moi je reçois des autres, de ceux qui essayent de me reconvaincre, comme si je ne l'étais pas. Mais bon, moi je suis convaincue, je voterai et je déposerai bien sûr des amendements sur la PMA, sur la transcription des enfants. Plus loin. Bon alors, on va en parler. Par GPA. D'accord. Avec nous également François Legarret, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du groupe UMP au Conseil de Paris. Vous étiez dans la manifestation hier, hein? Oui, j'y étais. C'était une manifestation pacifique avec beaucoup de monde, une foule immense dans laquelle il y avait des élus, dans laquelle il y avait aussi des juristes, des magistrats, des professeurs de droit. Jusqu'au bout, ça n'est pas ce que dit le ministre de l'Intérieur qui dénonce l'agissement de groupuscules d'extrême droite. Ce n'est pas le cas. Effectivement, je suis resté pendant toute la durée de cette manifestation, jusqu'à la dispersion. La place de l'Étoile avait été entièrement interdite. Les manifestants ont donc voulu aller en direction des Champs-Élysées, tout simplement parce que c'est là que se trouvent les principales communications avec les transports en commun. Et ils sont tombés sur des forces de l'ordre qui étaient très tendues, très hostiles, très fébriles. Et là, c'est vrai que les moyens qui ont été employés sont totalement inadaptés et disproportionnés. Des jets de gaz lacrymogènes sur des familles, c'est très vous avez été choqué par certaines images de femmes cortèges? Enfin, moi je suis contre ce genre de méthode. Moi je suis quelqu'un de libéral intellectuellement. Je suis pour qu'on respecte tous les côtés, tous les avis, et à la fin on tranche. On ne peut pas non plus uniquement dire que les uns ont raison et les autres n'ont pas. Moi, je pense que j'ai raison, mais j'écoute les autres. Et la méthode ne me plaît pas du tout. Vous qui êtes parlementaire, la méthode des policiers? Ah bah oui. D'accord. Est-ce que ça change la donne pour vous, le fait de voir qu'il y a une manifestation massive, encore hier, même si on peut s'interroger sur les nouveaux slogans politiques qui sont apparus. Mais d'abord, sur la mobilisation des opposants. Écoutez, vous savez mieux que moi que quand on doit manifester pour, il y a moins de gens. Quand on doit manifester contre, ça stimule. Nous sommes des êtres humains, n'est-ce pas? Nous aimons boxer plutôt que de dire « Ah oui, nous sommes d'accord ». C'est normal que les opposants à ce mariage aient été très nombreux. Oui. Monsieur Legarret, est-ce que vous imaginez, est-ce que vous réclamez, comme Christine Boutin, un retrait du texte? Elle s'adresse directement au chef de l'État.
s'adresse au chef de l'État. Elle défend en tout cas le point de vue de beaucoup de gens, la foule immense qui était là. Plusieurs. Oui, je crois que c'est le retrait de ce texte, en tout cas tel qu'il est présenté, est justifié, puisqu'il y a un très grand nombre de Français qui sont en désaccord pour des raisons de fond. Je crois qu'il faut au moins les écouter lorsqu'une manifestation attire autant de monde. Alors là, il y a toujours le débat n'est pas tranché. Hein. D'ailleurs, le ministre de l'Intérieur semble rester sur son estimation de 300 000 personnes. Oui, écoutez, on a les organisateurs, presque 5 fois plus. Non. Bon, il y a toujours des disproportions, oui. Mais là, il y a vraiment, je dirais, de manière très systématique et très répétitive, de la part du préfet de police, une sous-estimation. C'est d'ailleurs très paradoxal. Il sous-estime les chiffres et il sous-estime aussi les espaces qui ont été donnés. Si cette manifestation a connu des tensions, c'est parce qu'il n'y avait pas suffisamment de place pour accueillir tous les manifestants, puisque toute l'avenue de la Grande Armée était entièrement pleine. Je l'ai moi-même constaté. Ensuite, on a ouvert l'avenue Foch, qui est pourtant assez grande. Ensuite, on a ouvert toutes les autres allées, toutes les autres avenues adjacentes. Et c'était encore trop petit, cette manifestation. Est-ce que c'est ça le problème? Oui, le problème, est-ce que c'est pas, même si les opposants étaient 1 million, 2 millions, est-ce que, par exemple, on n'aurait pas dû faire passer l'IVG, la peine de mort, des réformes de telle sorte, vu que nous sommes dans une société conservatrice et que parfois l'évolution passe par ce genre d'opposition qui peut être majoritaire. Si on avait écouté les gens qui étaient contre, ben nous serions encore, il n'y aurait pas eu de divorce, il n'y aurait pas eu d'IVG et puis la peine de mort aurait continué. Mais est-ce qu'on peut continuer comme ça? Ce n'est pas telle rue n'était pas libre, l'autre on nous l'a pas laissé. Et si vous aviez fait 600 000 et alors, qu'est-ce que ça change? Enfin, c'est pas ça Mais la manifestation est un droit républicain, constitutionnel. Voilà, ils ont manifesté. Les manifestants ont parfois obtenu que des gouvernements de droite ou de gauche renoncent à des textes ou les modifient. C'est arrivé et des manifestants de droite ou de gauche ont effectivement obtenu. Dénoncé à l'époque. Non, on ne l'a pas dénoncé. On n'a jamais dénoncé le droit de manifester, je ne crois pas. Quand un gouvernement recule, c'est un jeu de rôle, j'ai envie de dire. Quand vous étiez au pouvoir, vous avez dénoncé éventuellement quand vous étiez dans l'opposition, inversement. Lorsqu'un texte de loi suscite une manifestation aussi nombreuse, une protestation aussi forte, la moindre des choses de la part du gouvernement, c'est d'écouter. C'est de recevoir et c'est de donner des réponses. Pour l'instant, la seule chose que l'on dise, c'est que c'était une des promesses du candidat Hollande et que, ben voilà, c'était une promesse et les Français ont voté pour tout cela en élisant le président de la République. C'est quand même, vous avouerez, plus qu'artificiel comme Alors on a argument. entendu beaucoup de slogans hostiles au président de la République dans le cortège hier, et des slogans. Les gens réclamaient quand même que l'on donne la priorité aux mesures pour l'emploi, pour la relance économique. Esther Benbassa, vous l'avez entendu, oui. Et certains, et des élus aussi, disent que l'on encombre le Parlement avec des sujets de société. Oui, mais enfin, écoutez, il faut faire aussi des sujets de société, puisqu'il y a des emblèmes, des symboles, et il y a aussi une autre réalité qui est celle du chômage, de la crise économique. Mais enfin, est-ce que vous pensez que le gouvernement est en mesure de faire quoi que ce soit? Votre gouvernement n'a pas fait non plus grand-chose contre la crise. Alors la crise, c'est les holdings, c'est les institutions bancaires, etc. Moi, je veux vous dire, tant de monde, c'est aussi la manipulation politique de ce débat sur le mariage en personnes du même sexe. Vous faites une manipulation, une instrumentalisation politique. Il faut le dire, c'est la droite qui s'organise contre la gauche. Nous ne sommes pas quand même des bisounours, n'est-ce pas? Bon, en tous les cas, il y a un sujet de société qui est en passe de passer à la trappe, Esther Benbassa, c'est la suppression du délit de racolage public contre lequel vous êtes très mobilisé. Vous avez déposé une proposition de loi. Or, le sénateur PS, Philippe Kaltenbach, va venir nous dire tout de suite dans une minute pourquoi il veut, semble-t-il, enterrer votre proposition de loi. D'abord, il l'avait voté en commission. Qui avait été voté en commission, il l'avait lui-même voté en commission. Il va s'expliquer lui-même et il pourrait, ce texte, être renvoyé à nouveau en commission. D'abord, que dit ce texte voté en 2003? On s'en souvient, avec Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, Mathilde Bélanger.
Proposer une prestation sexuelle sur la voie publique ou bien simplement attendre le client de manière évidente. Depuis 2003, c'est un délit, le délit de racolage, passible de 2 mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende. Cette mesure fut instaurée par la loi de sécurité intérieure de Nicolas Sarkozy, à l'époque ministre de l'Intérieur. La mention de racolage passif avait alors fait polémique en raison de sa définition jugée floue. Pour le gouvernement, le but était de répondre aux plaintes des riverains en matière de troubles à l'ordre public et de lutter contre les réseaux de proxénétisme. 2 objectifs loin d'être atteints selon ses détracteurs. La loi aurait surtout eu pour conséquence de repousser les prostituées dans des zones peu accessibles et plus dangereuses pour elles. Mercredi, la commission des lois du Sénat a adopté une proposition de loi abrogeant ce délit de racolage public. Elle sera débattue en séance jeudi. L'unanimité. Voilà, donc un vote qui avait été obtenu à l'unanimité. Esther Benbassa, Philippe Kaltenbach nous a donc rejoint. Bonsoir. Alors donc, vous vous contredisez vous-même, dit Esther Benbassa. Est-ce que vous pouvez nous confirmer d'abord que vous ne souhaitez pas que la proposition de loi d'abrogation du délit de racolage soit discutée jeudi en séance? Je crois que le débat est mal posé. Ce texte est arrivé très rapidement. Il était discuté en commission des lois et en même temps, il y avait une réunion du groupe socialiste qui débattait de ce texte. Et lors de cette réunion, les élus socialistes ont dit qu'il fallait continuer à réfléchir, qu'il y aurait une réunion demain, au cours de laquelle une décision serait prise. Et certains hésitent entre, en effet, le renvoi en commission, non pas pour enterrer le texte, mais pour donner du temps afin de travailler à une proposition plus globale sur la prostitution. D'autres souhaitaient un amendement pour revenir à la situation d'avant 2003, puisque c'est très bien d'abroger ce délit de racolage passif créé par Sarkozy, qui a montré son inefficacité totale et qui d'ailleurs doit être supprimé. Personne au sein du PS n'est favorable au maintien de cette disposition. C'est pas le moment peut-être. Vous pensez que c'est pas le moment? C'est pas une question de moment, mais en l'abrogeant, on supprime tout délit de racolage, le passif comme l'actif. Et donc il y a un amendement que j'ai co-signé également qui vise à revenir à la situation d'avant 2003 en maintenant pour le racolage actif une contravention de 5e catégorie. Et puis il y a enfin ceux qui souhaitent voter le texte. Donc comme le débat n'a pas été tranché au sein du groupe, on saura demain. Il est normal que le groupe en discute demain, prenne une position du groupe socialiste au Sénat. Et comme je suis responsable du groupe sur cette question, j'ai maintenu tous les outils dans les délais impartis. Est-ce que vous agissez, j'aimerais, en concertation, par exemple, avec Matignon ou avec l'Élysée? Bien sûr. Oui, ah bon. Donc, vous êtes soutenu. Nous sommes quand même. Oui, c'est important. C'est important. Esther Benbassa dit le contraire. Ce matin, vous pouvez vérifier le cabinet. Je parler tous les absents, mais voilà. Non, attendez. C'est moins simple, Monsieur Kaltenbach, que ce que. Oui. Mon raisonnement. Non, mais c'est important. Vous agissez en accord avec le pouvoir exécutif qui dit que c'est. Il faut attendre. Le pouvoir exécutif, jusqu'à maintenant, a dit qu'il s'en remettait à la sagesse du Sénat. Positive, à la sagesse positive. La sagesse positive, ou ce que vous voulez. Donc ça nécessite quand même un débat. Et pour pouvoir débattre éventuellement d'une motion de renvoi en commission, éventuellement d'amendement, il fallait les déposer avant aujourd'hui midi. Donc moi je l'ai fait en tant que responsable du groupe socialiste, à titre conservatoire, de façon à ce que demain en réunion de groupe, les élus socialistes... À mon avis, mon petit doigt dit qu'il y aura une majorité dans votre sens au sein du groupe socialiste. Esther Benbassa. Écoutez, tout d'abord, c'est un... Vous avez l'impression d'être abandonné là? Non, pas du tout. Mais en aucun cas les socialistes ne veulent enterrer ce texte et en aucun cas nous sommes favorables à ce qu'avait mis en place Nicolas Sarkozy en 2003. Qui est une erreur et qui a montré ses limites. Casuistique. Aujourd'hui, tout d'abord, j'ai su ça à 9h. J'ai appelé M. Kaltenbach qui m'a dit que le gouvernement était contre. À 11h, j'ai été appelée par le gouvernement qui n'était pas au courant, qui avait été mis au courant avec mon tweet. Idem pour Madame Taubira et Madame Taubira. Et le président du groupe, le président de la commission des lois ne le savait pas, puisqu'on était resté à notre réunion de vendredi où on avait parlé d'un amendement qui serait déposé. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Attendez. Et la personne qui est rapporteur n'était pas au courant, je l'ai mise au courant. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, le gouvernement a appelé en disant que les deux ministres étaient pour le vote de cette loi. C'est un coup d'État à l'intérieur du coup d'État. Non, mais un mini coup d'État. Laissez-moi finir quand même, puisque M. Kaltenbach a signé Philippe Kaltenbach et ses collègues. Laissez-moi terminer. Je suis chef de file du groupe socialiste sur le sujet et pour déposer une motion de renvoi en commission,
la formule qui mettait tout le monde dans le pot. Tout d'abord, très peu de gens étaient au courant. La délégation féministe a fait un mini coup d'État, c'est un pataquès. Alors dire que la commission des lois n'a aucun droit, même lorsqu'elle vote pour, c'est vraiment dénoncer toutes les décisions prises par la Commission, c'est dévaloriser notre président, notre rapporteur, en renvoyant vous avez ça... annoncé de la friture entre vous, ça se confirme. On a François Le Garret qui est avec nous. Ah bah, très qui est bien, le maire formidable. du premier arrondissement de la capitale. On m'a mis entre M. Kaltenbach et Mme Benbassa pour éviter qu'ils se battent. Je veux dire que je suis très inefficace. Les tensions sont trop fortes. Vous êtes élu coup d'État. Premier arrondissement de Paris. D'abord, c'est inexact de dire que cette loi a été totalement inefficace. La loi réprimant le racolage a été efficace. Est-ce qu'elle est utile dans votre arrondissement? Elle est utile dans le premier arrondissement, elle est utile dans les bois, elle est utile à Paris. La prostitution n'a pas disparu du premier arrondissement de la rue Saint-Denis. Elle n'est pas disparue de la rue Saint-Denis, premier arrondissement, pratiquement. Elle s'est déplacée. Elle est aujourd'hui, elle a des formes très diverses et notamment sur les grands boulevards, sur beaucoup de sites parisiens où il y a des scènes ouvertes de la prostitution. Donc je crois que le fait d'abroger ce texte, de le remplacer par rien, ça ne peut pas être un progrès. Et je pense que ce texte, il y avait certainement moyen de l'améliorer. Aucun texte n'est définitivement, je dirais, imperfectible. Il y a certainement des améliorations à apporter, mais le fait en tout cas de l'abroger n'est pas un progrès en termes de sécurité, de protection des femmes. Esther Benbassa veut aller beaucoup plus loin. Elle veut, au final, elle veut abolir la prostitution. Voilà, les abolitionnistes qui veulent aujourd'hui instaurer la pénalisation du client. Et il y a ceux qui, comme moi, comme Madame Badinter et d'autres, nous sommes pour sortir ces filles de la situation urgente dans laquelle elles sont, quitte à ce qu'il y ait une plus grande loi sur la professionnalisation, sur la santé, sur l'aide à ces prostituées, la réinsertion. Mais aujourd'hui, l'urgence, c'est d'abolir ce texte qui est inefficace. Alors, une question à Philippe Kaltenbach. On va s'arrêter là sur les sujets de société, justement, et la dernière portera là-dessus. Est-ce que vous estimez, est-ce que vous êtes le reflet peut-être aussi de l'exécutif, peut-être en estimant qu'il y a une saturation de l'espace politique aujourd'hui avec les questions de société? Non, je ne crois pas. C'est normal que ces questions soient traitées, mais moi je ne suis pas là pour parler de l'exécutif. Moi je parle au nom des sénateurs socialistes. Nous sommes un groupe parlementaire, nous avons notre liberté de penser et de voter ou de ne pas voter. Est-ce que vous redoutez, dans le contexte actuel, un climat de tension plus fort autour du mariage gay dans quelques jours au Sénat? Est-ce que vous êtes toujours confiants tous les deux d'ailleurs? Sur un vote positif, ça peut se jouer. Nos décisions, c'est ça. La population perd confiance en nous. En commission, plusieurs sénateurs de droite ont dit qu'ils voteraient le texte. D'autres ont dit qu'ils allaient s'abstenir. Donc sur le réseau du vote, je ne suis pas inquiet. Et puis le Sénat a l'habitude de mener des débats dans la sérénité, dans le calme. C'est ce qui s'est passé avec les auditions en commission et ça va continuer lors du débat sur le mariage pour tous au Sénat. Voilà, merci. Espérons-le que demain la motion sera retirée. Voilà, vous avez bon espoir. Philippe Kaltenbach a douché vos espoirs par anticipation. Allez, on a compris. Enfin, on n'a pas tout compris, c'était un peu juridique, mais on a compris quand même l'esprit qui vous anime tous les deux. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce journal. À 22h, Sonia Mabrouk. À suivre sur LCP Assemblée Nationale, le Bondi Blog Café. Moi, je vous retrouve dès 18h demain pour Preuve par 3 avec l'agence France Presse et Dailymotion. Notre invité sera François Bayrou. Bonsoir et à demain. Alors, cher Priant Jacob, vous auriez pu être plus franc et faire comme dans les cours d'école, me traiter de PD. Voilà, cette injure qui fait tant de mal, notamment aux jeunes qui découvrent leur sexualité. Je tiens à vous rassurer, cher Priant Jacob, j'assume, j'en suis fier
Malgré une longue tradition de bronca et de prise de bec, on est parfois surpris par certaines répliques entendues sur les bancs de l'Assemblée. Alors, s'agit-il d'une question d'âge ou de génération? L'alternance a-t-elle produit un nouveau style, voire de nouvelles techniques pour déstabiliser le ministre ou l'adversaire? Et comment se sont traduits dans les deux assemblées les récentes difficultés auxquelles a dû faire face le gouvernement? Cette semaine, nous habillons en tout bien, tout honneur, les trublions du Parlement. Déshabillons-les. Mercredi à 18h15 sur Public Sénat.